Delphine Vallard, bonjour. Bonjour. Vous êtes une référente en clairaudience. Je Oui. dois avouer que c'est quelque chose qui m'intrigue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que signifie la clairaudience? La clairaudience, c'est la capacité de recevoir des informations qui sont non pas visuelles, mais plutôt auditives. Ça se passe soit un mot qui m'est imposé, un mot du vocabulaire, ça peut être une phrase complète, ça peut être aussi une information comme des paroles de chansons que je connais et que je fredonne depuis un petit moment. Cette clairaudience aussi, elle apparaît quand quelqu'un me raconte quelque chose, je sais quand est-ce que c'est vrai, et quand c'est la personne qui en parle, et quand c'est la personne qui se raconte quelque chose au travers d'une blessure. C'est comme un musicien qui écoute une musique, en fonction si c'est une musique majeure ou une musique mineure, si l'instrument joue trop fort ou s'il joue faux. Et même si les gens sont persuadés que ce qu'il me raconte est vrai, j'entends aussi en doublon un peu, comme l'âme me dit c'est ça, mais c'est pas trop ça. Donc je vais laisser la personne quand même entrer dans ce qu'elle me raconte, elle veut me dire quelque chose et c'est important que je comprenne et que je l'écoute, j'entends. Puis après je vais l'amener tout doucement à ce qu'elle sente quand est-ce que c'est la blessure qui parle et quand est-ce que c'est elle. Ça c'est important. Et je suis musicienne, je fais de la harpe, de la traversière, du saxophone. Mon père était musicien. J'ai vécu dans le ventre de ma mère avec ça. Et puis aussi le fait de la musique, c'est comme quelque chose qui me parle bien, que je me pratique, et la musique que font les gens quand ils parlent. Et fait qu'à un moment j'entends si la musique est juste dans l'axe de ce qu'ils sont ou pas. J'ai du mal à expliquer, mais je le sens. Et à chaque fois, ça tombe juste. Vous êtes un partenaire de dialogue redoutable parce qu'en fait, vous arrivez à définir si les gens vous disent ce qu'ils ont au fond du cœur et donc il faut que je sois quand même très vigilant. Est-ce que vous êtes quelqu'un capable d'entendre la note absolue, c'est-à-dire que les gens qui sont d'une pureté d'oreille, est-ce que vous êtes dans ce cas-là ou pas forcément? Sachant que vous êtes musicienne aussi, est-ce que vous êtes capable d'entendre tous les sons, par exemple, oui. si vous allez dans un... et savoir si c'est joué juste ou oui, pas? C'est ça, c'est exactement ça. Donc vous êtes une mélomane plus qu'avertie en fait. Hein. Oui. Mais alors, comment on peut justifier votre présence dans ce forum? Bon, j'avoue que ça, là encore, ça m'intrigue un petit peu. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous êtes ici pour donner? Donc, j'ai compris que vous avez déjà donné tout à l'heure à 35 personnes toutes vos connaissances. Oui. Est-ce que vous préférez recevoir par rapport à ce que les gens vous apportent, ou au contraire échanger peut-être avec les autres conférenciers ou les personnes du public? Qu'est-ce qui vous amène à Biarritz en fait aujourd'hui? Alors pour la deuxième fois, oui. Troisième fois, puisqu'ils m'ont fait revenir au mois de juin, mais dans le cadre plus précisément d'un séminaire. Ce qui me fait venir ici, c'est le domaine de l'âme. Parce que quand on parle de clairaudience, c'est quand on parle de la note parfaite. Il y a ce qu'on dit avec ce qu'on apprend, et puis ce qu'on est. Et là, on est vraiment au niveau du centre de ce qu'on est, au niveau de l'âme, ou ce qu'on peut appeler aussi la conscience, dans l'expression vraiment de soi. Comment expliquer pourquoi je suis là? Les personnes viennent me rencontrer parce que je parle de l'âme, de ce qu'on manifeste au travers d'un plan d'âme, pourquoi on est incarné, qu'est-ce qu'on a à vivre, qu'est-ce qu'on a à libérer, à comprendre, quel rôle on a avec les autres, quel métier on fait qui nous convient, ne nous convient plus, quelle crise on peut passer. Et ça, c'est aussi un plan d'âme. C'est aussi un plan d'âme. Aujourd'hui, on parle de l'handicap. Je leur ai expliqué en 2 heures que l'handicap n'est pas que ce qu'on croit. Il est dans la fermeture à soi, des choses qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas être. Il est dans tout ce qu'on bâillonne l'âme. Et être ici, c'est pouvoir dire aux gens, écoutez-vous, osez être, osez faire selon ce que vous ressentez et pas ce qu'on vous dit que vous devriez. Et leur rappeler qu'ils ont une âme et qu'ils la bâillonnent régulièrement. Et c'est intéressant de voir qu'à un moment, on passe par des moments critiques. Je leur apprends qu'on ne fait pas d'erreurs, qu'on fait des expériences et qu'il faut en tirer un enseignement. Je leur apprends aussi à écouter l'âme. Écouter l'âme, c'est faire le silence en soi pour pouvoir écouter. Donc je leur apprends à rencontrer
leur supra-conscience. Voilà. Donc, si je vous comprends bien, nous sommes tous des handicapés en puissance, parce Oui. qu'en fait, Oui. il y a peu de gens qui vivent Oui. vraiment ce qu'ils ont Oui. envie de vivre et écouter leur âme, ou même simplement leur cœur, ou les émotions les plus profondes qu'ils vont masquer par des référencements qui sont de convenance. Et ça, je trouve ça quelque part terrible. Est-ce que vous avez rencontré d'autres intervenants, je parle au niveau des conférenciers ou des personnes, est-ce que vous avez pu échanger avec... Pas encore. Pas encore, c'est-à-dire qu'on est juste au premier jour, donc c'est pas encore, Voilà, ça tout n'a à pas encore fait. été fait. Et vous espérez ces échanges? Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez ou pas forcément? Alors, je laisse la vie faire. C'est-à-dire que je suis là, je rencontre des personnes, je suis là, j'existe au même titre que eux. Je me dis que j'ai souvent vu que les rencontres étaient très bien faites. Donc je ne contrôle rien, je ne programme rien. Je me dis que si ça doit être, ce sera. Et j'ai toujours fait ça, toujours, comme ça doit être. Ça me paraît une bonne attitude, ça permet de laisser le flot couler un petit peu dans le sens qui lui paraît le plus important. Donc, vous croisez des personnes qui viennent vous confier, vous êtes un petit peu une guérisseuse de l'âme en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez les aider en leur donnant des conseils, en disant voilà, j'ai l'impression que ce que vous faites ne correspond pas vraiment à ce que vous êtes réellement? Est-ce que dans ce cas-là, il y a peut-être des gens qui vous consultent dans cet esprit-là en disant voilà, je ne me sens pas bien dans ma vie, je ne suis pas à l'aise dans mes baskets, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, est-ce que vous les orientez, vous les conseillez? Vous êtes quoi, un coach de vie? Excusez-moi, c'est un mot un peu facile, mais oui. Est-ce que... En fait, je fais des rendez-vous. Ces rendez-vous, je reçois la personne au téléphone, elle ne me raconte rien. Je la reçois, je prends son nom, juste sa date de naissance et son lieu. Et dans un premier temps, je demande à la personne de fermer les yeux, de respirer, d'être détendue. Je mets un petit fond de musique et je retranscris. Je retranscris tout ce que j'entends sur 4, 5, 6 pages. Et puis quand le rendez-vous, quand je sens que le flux est parti, quand je sens que le point final est donné, à ce moment-là, je fais revenir la personne. Nous faisons la lecture ensemble et je lis ce que j'ai écrit et la personne, on ouvre tous les tiroirs, elle se reconnaît. Elle ne m'a rien dit avant. Elle se reconnaît dans ce qui est écrit et on voit qu'est-ce qui est présentement important de regarder. Qu'est-ce qui est à libérer? Qu'est-ce qui est à comprendre? Parce que de dire, voilà, vous êtes trop ci, pas assez ça, il faudrait que vous... Nanani, nanan, c'est bien, mais comment je fais au quotidien quand je regarde mon conjoint et que j'ai envie de le quitter ou de l'étrangler, quand mon enfant me fait très peur parce qu'il a emprunté le chemin d'une dépendance, qu'est-ce que je fais du patron ou de la collègue, etc. Donc j'aide la personne à regarder l'effet miroir, à aller voir en elle ce qu'elle a à libérer grâce à l'autre qui est un maître à ce moment-là. Et quelle est la répétition? Parce que quand on vit à 40 ans avec une problématique, elle est neuve et elle est vieille. Elle est neuve dans le temps des 40 ans, mais elle peut remonter à l'âge de 10 ans, de 5 ans, etc. Et c'est d'aller retrouver. Et grâce à mes grandes oreilles, comme je dis, j'entends quelquefois qu'il y a eu un clash important à tel âge. Et quand on cherche, on trouve. La personne ne se souvient plus bien, elle appelle l'un de ses proches qui, elle, la connaît bien, ou il, et à ce moment-là, conforte qu'effectivement, à 4 ans, il y a eu telle chose, etc. Donc souvent une problématique qui est puissante présentement a une origine bien plus loin et qui peut être également transgénérationnelle. Et ça se vérifie. Donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on a à libérer de manière ultime, parce que là c'est vraiment important. Donc c'est bien de savoir, souvent je dis de quel côté son chien est attaché, et c'est bien aussi de voir qu'on est toujours maître de dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on n'arrive pas à bien faire, mais ce qu'on veut bien faire. J'ai fait ça pendant 4 jours en entreprise sur Bayonne, où un dirigeant qui m'a rencontré ici l'année dernière m'a fait intervenir pour lui parce qu'il est en crise économique au mois de septembre. Je suis venue quelques jours avec lui et il a tellement été mieux après qu'il a demandé à ce que ses collaborateurs et ses ouvriers jusqu'au simple balayeur bénéficient. Donc j'ai travaillé avec ces gens-là qui ne seraient jamais venus me voir.
qui viendront jamais ici. Je les ai rencontrés sur leur lieu de travail et grâce à ça, eh bien, ils se connaissent mieux. Ils savent que quand ils ont été battus par leur père et qu'aujourd'hui ils ne sont que dans un métier très très dur ou aussi sont capables d'être agressifs, ils savent pourquoi et ils comprennent qu'ils sont des gens bien aussi. Mais c'est la souffrance qui parle. Quand je vous entends comme ça me fait penser à deux choses. Est-ce que vous pouvez vous considérer comme un canal? Parce qu'en fait, vous mettez un petit peu en connexion, vous recevez des informations que vous retransmettez à la personne qui vous les demande ou qui ne vous les demande pas. Oui. Donc, quelque part, vous êtes un transmetteur. Ce n'est pas un jugement personnel, ce n'est pas un diagnostic, hein, parce que vous n'êtes pas dans le monde médical. Et ma deuxième remarque, c'est de dire, quelque part, est-ce que c'est quand même pas aussi une forme d'ingérence que le patron décide que le balayeur va venir vous voir en disant, tiens, il faut le soigner, parce que finalement, il y a peut-être des relations qui ne vont pas avec le chef d'équipe. Et enfin, je sais pas, c'est ce que ça m'amène à penser, quoi. Alors, canal, oui. Il y a Delphine qui est maman de 4 enfants, qui est mariée, qui a ses propres laboratoires. Et puis il y a aussi la personne qui a l'humanité de regarder l'autre comme un bout de soi-même, de ne pas condamner l'autre parce que c'est se fermer à soi, donc ça ne sert à rien. Et ensuite, moi je trouve extraordinaire de pouvoir donner un peu de conscience, donner un peu de supplément d'âme à un balayeur qui n'aime plus son chef, qui n'aime plus son entreprise, et quand on creuse, on se rend compte qu'il n'a jamais été aimé, que son conjoint ne l'aime pas, qu'il ne se fait pas comprendre, qu'il est handicapé dans sa communication. Et donc, je trouve merveilleux qu'un chef d'entreprise vienne me chercher pour que le balayeur aille bien, qui balaye avec un sourire, que demain, s'il veut une formation, il peut en faire une. Il y a une ouverture, on n'est pas fermé à quelque chose. Il y a toujours un changement. Et cette crise actuelle, elle fait mal et en même temps, elle fait du bien parce qu'elle fait bouger des consciences. La crise est un appel au changement, changement, évolution, évolution, agrandissement, et ne mourrons pas trop bêtes, s'il vous plaît. C'est essentiel. Là, vous me coupez l'herbe sous le pied parce que vous m'avez déjà pris ma prochaine question qui était de vous dire, tout le monde parle de crise et vous la première. Estimez-vous qu'on est dans une crise, dans une révolution, ou est-ce que c'est une crise d'adolescence? Est-ce que il y a un renouveau qui se met en place? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une crise de... En fait, je fais des audits en entreprise depuis maintenant 3 ans. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a une crise comme vous savez, c'est comme quand on est dans une maison, on a hérité des meubles des parents, il y a des meubles qui ne nous vont plus mais qu'on garde, il y en a qui nous rappellent nos 20 ans, il y a aussi les enfants qui sont là, qui prennent un peu de place ou qui partent. Et à un moment, je pense que cette crise, c'est comme un réajustement, c'est comme un tri. Et avant de savoir quel métier on veut faire, il faut déjà faire un tri de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus. Et cette crise-là, j'ai vraiment cette impression qu'il faut revenir à des choses fondamentales, à des valeurs propres à soi, à pouvoir se regarder en face et à tout essayer. Et cette crise nous pousse à être intègre avec soi, d'arrêter de faire plaisir, arrêter de paraître. Et si on n'est pas honnête avec soi, ça barde, et je l'ai vu. Donc je les pousse à être eux-mêmes, je les pousse à parler, je les pousse à oser. À la fin de la conférence, il y avait un monsieur très, très sage devant, et il est venu vers moi et il m'a pris dans ses bras et il pleurait. C'est un monsieur de notre âge et qui me disait merci. Je l'ai regardé, je lui ai dit maintenant ose, va. Et voilà. Et sa femme me regardait aussi et il y avait quelque chose. J'ai tellement peur d'essayer d'être quelqu'un que je suis en vrai. Voilà. Donc c'est un petit peu un début de solution que vous proposez pour faire avancer cette crise par rapport aux gens, être vrai, avancer, oser sur des choses qui nous paraissent peut-être un petit peu soit limitantes par rapport à la peur ou parce qu'on a toujours peur d'inconnu. De toute façon, on sait très bien que c'est très difficile. Si vous aviez un message à faire passer par le biais de cette entrevue, quel serait-il? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo ou vous écouter? Surtout chercher à se connaître, vérifier les croyances que l'on a, elles sont souvent obsolètes. Arrêter de présumer, vérifier. Et les croyances de seconde main, on m'a dit que, ou toutes
ces choses-là, vérifier ce qu'on veut vraiment et ce qu'on ne veut plus. C'est vraiment ça que je dis très souvent, c'est oser être, oser déplaire pour vous plaire. Bah, dis donc, ça va faire du mal sur la place là. Est-ce que vous recevez des fois des messages qui peuvent vous perturber, vous choquer, ou que vous n'auriez pas forcément envie d'entendre, est-ce que ça vous est arrivé des fois d'avoir des messages, je crois que vous recevez des messages des êtres humains, mais aussi des animaux, enfin de tous les êtres vivants en quelque sorte. Oui. Est-ce que ça vous est arrivé des fois de recevoir, je sais pas moi, des messages d'extraterrestres, je rapproche, je dis un peu n'importe quoi, mais est-ce que ça vous est arrivé des fois, est-ce que vous avez un exemple à nous donner concret par rapport à ce type de message? Je travaille avec des chevaux et des chiens, et quelquefois je reçois des messages. Les messages que j'ai, c'est on essaye encore et on y croit encore. On donne le dos, on donne encore une chance. On donne encore une chance. Et ça me touche profondément. Et c'est pour ça que je ferme jamais ma porte aux imbéciles, parce que je leur donne aussi le droit de changer. Alors même s'ils mettent 20 ans, mais il faut jamais se fermer. Et les chevaux, les chiens, et les animaux ne se ferment pas, ils nous montrent quelque chose. Mais souvent c'est nous, on est fermé à des choses qui sont évidentes. Et quelquefois ces messages-là peuvent me donner de la mélancolie ou avoir envie de pleurer, parce que je me dis c'est tellement beau que ça fait pleurer. Effectivement, c'est très très beau. Donc, on peut considérer par exemple les expériences qui sont faites, je crois que c'est à Tel Aviv, avec des dauphins qui soignent des enfants handicapés mentaux, et les dauphins reconnaissent l'enfant, ils vont vers lui. Vous y croyez, c'est quelque chose auquel vous adhérez complètement. C'est un complément d'âme. J'ai un cheval chez moi. Quand on m'appelle d'Australie pour un problème de chevaux, parce qu'à un moment le troupeau ne va pas bien, c'est mon cheval qui me sert de relais. Je ne suis pas cheval. Donc les chevaux sont interconnectés et les chevaux servent. Ce sont des compléments d'âme. Ils ont une âme. Et je vais terminer par cette question. Il est arrivé assez fréquemment dans la baie de San Diego en Californie que des centaines de dauphins viennent s'échouer sur la plage. Ça interroge toujours les gens en disant, mais attends, les dauphins qui sont quand même l'animal le plus proche de l'homme en termes de connaissances et d'intelligence, ils ont cette bêtise humaine de venir s'échouer sur des plages. Et certaines hypothèses disent que en fait c'est pour nous mettre des signaux d'alarme en disant vous allez trop loin, nous on est paumés, faites attention après. Qu'est-ce que vous en pensez? Les chevaux font la même chose, ils deviennent fous. Ils ont des tocs, ils ont des tics à l'ours. Les chevaux et les dauphins sont ceux qui sont les plus proches avec les chiens. Et les chiens attrapent des pelades, ils attrapent des cancers. Les chevaux ont des particularités où on est obligé de les piquer. Les dauphins font la même chose pour nous dire que l'alimentation est malade, on mange de mauvaises choses. Que on privilégie les émotions négatives, qu'on est toujours en guerre, on est nos propres prédateurs, qu'on est toujours en post-conquête, qu'on veut toujours conquérir le territoire de l'autre, on veut toujours convaincre l'autre. Il y a il y a une forme de terrorisme, de maltraitance avec soi. Et c'est vraiment le reflet. J'ai audité hier Andrés qui est colombien, qui est arrivé en France il y a 10 ans, qui a vécu dans la rue, qui s'est drogué à l'âge de 11 ans, qui aujourd'hui, l'entreprise et la France lui donnent une chance. Son père a été assassiné à coups de pistolet. Et Andrés, vous imaginez un enfant de 4 ans, de 5 ans dans la rue qui est obligé de se prostituer, qui est obligé aussi de tuer quelqu'un d'autre pour faire partie d'une bande qui le protège. Il faut voir ça, et il faut voir aussi que cet homme-là se reconstruit, que la drogue le rattrape, qu'il fait un effort ultime pour être un homme libre en France. Et en plus, il sait qu'il n'est pas français et que sa fragilité, c'est d'être différent. Vous voyez? Et les animaux nous montrent ça, qu'on est capable de rejeter son propre frère, sa propre sœur. Et justement, cette hyper-agressivité ou qu'on peut retrouver dans le machisme, dans certaines religions, de la différence, est-ce que c'est pas aussi pour masquer une sensibilité ou quelque chose qu'on ne veut pas mettre en avant, qui pourrait nous fragiliser? Oui. J'ai parlé aux hommes tout à l'heure, j'ai de plus en plus d'hommes. Avant, j'avais énormément de femmes. Les femmes tiraient les conjoints jusque chez moi.
aujourd'hui, j'ai énormément d'hommes qui viennent me voir et je me rends compte on a poussé pendant des millénaires l'homme à être un conquérant, à être un homme fort, un homme qui tient tout en fait. Et les hommes ont peur. Les hommes sont fragiles. Les hommes ont besoin d'être écoutés. Les hommes ont besoin d'être confortés, d'être soutenus et ils ont le droit d'être comme une femme. Ils ont le droit de pleurer, ils ont le droit de dire bah là j'ai pas envie, bah là. Et donc c'est redonner des lettres de noblesse à l'âme de l'homme, à ce qu'il soit sensible et que ce soit pas niaiseux, qu'il puisse se fâcher sans qu'il ressemble à un prédateur, à ce que l'homme puisse être lui. Et ça je le vois très très fort en entreprise. Les hommes dansent. J'avais hier un chef d'équipe très autoritaire, très voilà, il fait de la salsa. Et quand il en parle, c'est un enfant. Vous voyez? Donc c'est aussi donner la dimension de chacun, qu'il soit homme, femme, voilà, et que la religion ne nous dise pas quoi faire, mais surtout être bon pour soi et donc bon avec les autres. Delphine Valard, je vais vous remercier. Je voudrais terminer sur cette phrase, si vous êtes d'accord avec moi, c'est de dire que nous sommes tous des femmes, sauf que les femmes l'acceptent mieux. Oui, c'est un peu ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.